Les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? Certains disaient, c'est Notre-Dame des Tuyaux. D'autres disaient, c'est un supermarché, regardez, avec son escalier mécanique sur la façade. Et donc, les gens, en fait, à l'époque, étaient choqués. En 1971, face aux quelques 600 maquettes proposées pour le futur Centre Pompidou, le projet de l'architecte italien Renzo Piano et de l'architecte anglais Richard Rogers, deux jeunes architectes quasi inconnus, prône une démarche anti-monument et impose une nouvelle manière de voir l'architecture. La décision d'utiliser le plateau Beaubourg, situé sur la rive droite de la Seine, est prise en 1969 par Georges Pompidou, président de la République. Ce terrain, qui servait alors de parking, était le seul site disponible pour accueillir un tel chantier, et Georges Pompidou avait déclaré à ce propos qu'il voulait aller vite, sûr que s'il attendait, rien ne se ferait jamais. Dès lors, une forme inattendue va s'ériger au cœur de Paris, à l'initiative de ce président visionnaire qui décédera 3 ans avant la fin du chantier en 1977. Fidèle au projet initial du président Pompidou, cette nouvelle institution accueillera non seulement l'une des plus riches collections d'art moderne et contemporain au monde, mais aussi un centre couvrant tous les champs de la création artistique, de la musique au cinéma, en passant par les arts plastiques et la littérature. Cet établissement sans précédent a pris le nom de Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, rendant ainsi hommage à son initiateur. Dès l'ouverture, le public est conquis par l'incroyable richesse de cet établissement. L'architecture dérangeante du lieu n'est que la première surprise que le Centre Pompidou offre à ses visiteurs. Effectivement, nous sommes au mois de janvier 1977 et l'idée, c'est de créer à Paris quelque chose qui n'avait jamais existé, c'est-à-dire un vrai grand établissement qui soit dédié à la création contemporaine. L'art moderne, c'est celui qui innove, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui ne se contente pas de copier, mais qui veut voir du nouveau. Et du coup, je pense que c'est quelque chose de crucial dans le développement des pays, dans l'émergence des pays. Et dès le jour de l'ouverture, il y a eu un monde considérable, et à partir de là, un très grand succès. C'est-à-dire, c'était une sorte de coup de théâtre au cœur du vieux Paris, mais c'était un coup de théâtre dont la France avait besoin pour se moderniser. Et si Georges Pompidou avait cette décision, c'était pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il pensait que la France avait besoin d'une sorte de souffle qui inspire. Lorsque l'on pénètre dans le Centre Pompidou, on est saisi par cette conception architecturale osée où l'intérieur devient l'extérieur et où l'utilisation de la couleur ne suit que de stricts codes utilitaires. Cet écrin de verre offre aussi l'une des plus belles vues de Paris. Dépourvu de murs porteurs, ce bâtiment gigantesque est soutenu par 28 piliers d'acier formant une solide structure tout en créant des espaces d'exposition ouverts et modulables à l'infini. Alors le Centre Pompidou, en tant qu'espace d'exposition, c'est un endroit absolument unique au monde par son architecture. Il faut toujours se rappeler que lorsque Renzo Piano et Richard Rogers ont conçu le Centre Pompidou, et lorsque celui-ci a ouvert en 1977, chaque étage était constitué de plateaux, des plateaux qui n'avaient pas de murs porteurs, puisque c'est la structure extérieure du bâtiment qui supportait les différents planchers, les différents sols. Donc ces vastes étages du musée étaient des espaces à l'origine sans murs, des espaces ouverts, des espaces libres. Et la première utopie qui a été mise en œuvre ici, c'est l'utopie d'un espace d'exposition mouvant avec des cloisons mobiles. Le Centre Pompidou abrite plusieurs institutions. Le Musée national d'art moderne, la Bibliothèque publique d'information et l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique. Partie la plus connue du grand public,
Le Musée national d'art moderne conserve plus de 100 000 œuvres d'art de 1905 à nos jours. C'est une des collections d'art moderne et contemporain les plus importantes au monde. Alors la collection du Centre Pompidou, elle a une identité aussi par rapport à d'autres musées en Europe ou dans le monde. Son identité, c'est d'être une collection qui recouvre tous les domaines de l'activité artistique. Nous avons des peintures, des sculptures, mais aussi des fonds très riches d'architecture, de design, de photographie, de photos, de vidéos, de films aussi. Donc c'est vraiment une vision complète de l'art des XXe et des XXIe siècles que l'on a en traversant les collections du Centre Pompidou. L'art moderne, c'est la volonté de trouver du nouveau. Il y a un très beau poème d'un grand poète français qui s'appelle Apollinaire, en gros qui dit « Pitié pour nous qui sommes des quêteurs d'aventure ». Et ce qui veut dire, c'est que l'art moderne, c'est l'art des artistes qui prennent des risques, qui vont essayer de trouver de nouvelles formes, qui vont essayer de changer la représentation du monde. Incontournable figure des collections modernes du Centre Pompidou, Marc Chagall est né à Liosna. Mais c'est à Paris, où il arrive en 1910, que son incroyable peinture s'épanouira dans une irréelle poésie. Peignant souvent jusqu'à l'aube, il nous a laissé ce chef-d'œuvre, Les mariés de la Tour Eiffel. Cette toile met en scène un jeune couple accompagné d'un coq, d'anges et d'animaux fantastiques. Avec Chagall, la peinture se fait poème, le lyrisme transcende les formes et traduit une indicible vision du bonheur. Les douloureux souvenirs de la Première Guerre mondiale ont marqué à jamais l'esprit de Fernand Léger, qui, au contraire de Chagall, n'hésite jamais à évoquer le côté brutal de la réalité. Ces personnages sans émotion, dont la peau a un aspect presque métallique, sont comme les pièces d'une puissante machine. Cette œuvre de l'après-guerre, peinte en 1948, rend hommage au bicentenaire de la naissance du maître du néoclassicisme français, Jacques-Louis David. La famille peinte par Fernand Léger, en tenue extravagante et nonchalante, jouit d'un moment de loisir. La jeune fille au premier plan tient dans la main un bout de papier qui dévoile le sujet du tableau, Hommage à Louis David. À travers les époques, Fernand Léger rend hommage au caractère équilibré et serein du néoclassicisme et crée un contraste avec la dure réalité de son temps. À l'opposé du réalisme de Léger, Vassili Kandinsky, dans son ouvrage « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier », pose les principes de l'art abstrait. Les couleurs sont les touches d'un clavier, les yeux sont les marteaux et l'âme est le piano lui-même aux cordes nombreuses qui entrent en vibration. Au début du XXe siècle, alors que les peintres cubistes cherchaient une nouvelle manière de restructurer le réel dans leurs tableaux, Kandinsky commençait déjà à saisir l'importance primordiale de l'impact psychique des couleurs et des formes abstraites sur les êtres humains. Dans le tableau, avec l'arc noir, une tension primitive est formée par des blocs de couleurs insignifiants et des lignes noires désinvoltes. Influencé par la musique novatrice du compositeur Arnold Schoenberg, Kandinsky pensait que, contrairement à l'harmonie recherchée dans les compositions traditionnelles, le peintre doit jouer sur les dissonances. Dans cette peinture, qui représente en réalité un instrument d'attelage d'une troïka, les formes prennent leurs aises sous le pinceau de l'artiste.
Le regard du spectateur est capté par ces lignes noires égarées dans la vibration des blocs de couleurs. Explorant lui aussi les confins de l'abstraction, Manège de cochon a été peint après la Grande Guerre par Robert Delaunay, de retour à Paris en 1922. 10 ans auparavant, il avait écrit cette phrase : « Dans ce mouvement de couleurs, je trouve l'essence. » Au milieu de cette série de cercles, nous apercevons une paire de jambes gainées de noir, emportées par un tourbillon de couleurs, évoquant peut-être l'atmosphère tapageuse des fêtes foraines. Au premier plan, le poète Tristan Tzara, chef de file du groupe Dada, jette un regard vide devant lui, comme s'il était prêt à partir. Résolument abstrait, ce triptyque monumental intitulé Bleu 1, Bleu 2 et Bleu 3 est achevé par l'artiste espagnol Joan Miró en 1961. Il a employé une méthode d'automatisme psychique et a laissé libre cours à son pinceau. Le bleu azur, extraordinairement profond, semble ouvrir la toile. La présence inattendue du rouge et du noir impose une image onirique produite seulement par la force des couleurs. Miró disait « Le spectacle du ciel me bouleverse. Les espaces vides, les horizons vides, les plaines vides, tout ce qui est dépouillé m'a toujours beaucoup impressionné. » Le bleu de Miró a cependant un rival. L'International Klein Blue, IKB. Le fameux bleu Klein, mis au point par l'artiste français Yves Klein, figure emblématique du nouveau réalisme. Aidé du marchand de couleurs Édouard Adam, il associe un bleu outre-mer de synthèse à l'acétate de vinyle en guise de liant. Le bleu outre-mer est ainsi perçu dans toute son identité originelle, alors que les liants traditionnels altéraient toujours son éclat. Klein considère que le bleu n'a pas de dimension, il est hors dimension, et qu'il faut libérer la couleur de la prison de la ligne. La puissance du monochrome donne à SE71, l'arbre grande éponge bleue, faite d'éponges et de plâtre imbibé de couleur bleue, le pouvoir de rendre visible l'invisible. Le passage d'un artiste sur la terre. Le magasin de Ben, créé à Nice en 1958 par l'artiste français Benjamin Vautier, plus connu sous le nom de Ben, a été intégralement remonté au Centre Pompidou. Membre du mouvement Fluxus, mais influencé par le nouveau réalisme de Klein, Ben déclare sans faillir que tout est art, mais écrivant aussi avec cynisme « L'art est inutile, rentrez chez vous ». Cette petite échoppe, inondée d'objets et de graffitis, nous rappelle les discussions enfiévrées de ce groupe d'artistes que l'on appellera l'école de Nice. Ces échanges internationaux entre la scène française et les scènes internationales ils font littéralement partie de la définition de l'art moderne et contemporain. On pourrait montrer d'ailleurs qu'il remonte beaucoup plus haut. Les échanges ont été très nombreux tout au long de l'histoire et c'est particulièrement vrai depuis le 19e siècle. Autre exemple de la richesse et de la diversité des collections du Centre Pompidou, cette installation de l'artiste israélien Yaakov Agam, porte-drapeau de l'art cinétique.
Elle a été réalisée dans la seconde moitié du XXe siècle, une époque où le prisme de l'art n'a cessé de s'élargir. La pièce et la sculpture en son centre évoluent au gré des mouvements du spectateur grâce aux verres colorés. Le temps est ainsi intégré à ce travail et suggère, sous une forme matérielle, la métamorphose permanente de l'univers visuel. Juste au-dessous des prestigieuses collections modernes et contemporaines du Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'information occupe à elle seule 3 étages. Elle est gratuite et ouverte à tous sans obligation d'abonnement. La bibliothèque Kandinsky, située au 3e étage, abrite un fonds important de documents du Musée national d'art moderne, y compris la collection personnelle de livres de Kandinsky et un grand nombre de livres illustrés rares. C'est la plus grande collection au monde d'ouvrages sur l'art de la première moitié du XXe siècle. Une collection de musée n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas un lieu fait pour des happy few, pour quelques-uns, mais ça doit être vraiment un lieu d'éducation, de rencontre, de débat, pour ouvrir le monde à d'autres cultures. Sous la fontaine de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, place Igor Stravinsky, se cache une autre partie importante du Centre Pompidou, l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique, l'IRCAM. L'IRCAM fait partie du projet d'origine du Centre Pompidou, qui n'était pas un musée, mais qui est un centre culturel. Et donc l'idée d'avoir une Fab Lab, une fabrication de prototypes, un lieu de production avec des artistes vivants, est tout à fait liée au projet d'origine qui a plus de 40 ans du Centre Pompidou. Un exemple très concret, nous parlons en ce moment. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur la voix de synthèse, les assistants vocaux. Eh bien, il y a une capacité à l'IRCAM à créer des voix de synthèse qui sont extraordinaires, qui ont une expressivité. Vous avez été dans la chambre anéchoïque, c'est une chambre où vous êtes seul avec vous-même et dans le silence, puisque finalement tous les sons sont absorbés. Ces chambres sont très importantes, pourquoi? Parce que quand vous placez un instrument, une trompette, une flûte, dans cette chambre, vous pouvez voir exactement où il vibre, comment il fonctionne. Et donc à partir de cette chambre, on fait des mesures sur les instruments et on peut créer des instruments virtuels très proches des instruments réels. L'art moderne s'est nourri de différentes inspirations venues de tous les horizons. Le Centre Pompidou est le lieu où toutes ces inspirations sont réunies pour que vivent les forces de la création. Dans l'art contemporain en particulier, les artistes, ce sont des gens qui savent très bien saisir, peut-être parfois avant les autres, l'angoisse, la peur, l'espoir, ce qu'on imagine être notre futur. Peut-être pour le conjurer, pour éviter que ça devienne notre futur, ou au contraire pour essayer d'y aller plus facilement. En présentant en son sein les œuvres les plus représentatives des courants artistiques majeurs depuis 1905, le Centre Pompidou stimule sans cesse les nouvelles vagues de création au cœur de Paris et à travers le monde.